Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'option sciences physiques. Donc ce chapitre, c'est le premier chapitre à la chimie, intitulé transformation lente et rapide et aussi facteurs cinétiques. D'abord, toujours on commence par la situation problématique. On peut poser la question suivante. Qu'est-ce que la différence entre la transformation lente et rapide? Ou aussi indiquer quelques facteurs cinétiques d'une réaction chimique. Alors, chers mes élèves, on doit commencer par un petit rappel sur les principales formules utilisées en chimie. D'abord, on commence par la notion de la quantité de matière, symbolisée par petit n, 100 unités c'est en mol. Soit je calcule la quantité de matière par la relation de la masse sur la masse molaire. La masse, c'est en grammes. La masse molaire, c'est grammes mol moins 1. Soit je calcule par n, c'est le nombre, sur la constante d'Avogadro. Donc n de x est égal à n, c'est le nombre de constituants, 100 unités, sur la constante d'Avogadro à une valeur constante 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Soit je peux calculer par le rapport de volume sur le volume molaire, sachant que le volume molaire, c'est une constante, dépend de la température et la pression. Soit je calcule la quantité de matière par le rapport, par le produit de la concentration fois le volume. Alors j'ajoute dans ce diapo deux relations. Supposons le texte indique la masse volumique. Donc sachant que la masse volumique mu c'est N sur V, donc je peux remplacer la masse par le produit de la masse volumique fois V. Donc j'utilise la première relation, la masse sur la masse molaire. Donc je peux utiliser aussi la quantité de matière, c'est la masse volumique fois le volume divisé par la masse molaire. D'autre part, si l'exercice indique la densité, c'est la masse volumique sur la masse volumique de l'eau. Donc je peux l'utiliser les deux relations précédentes. Donc je peux trouver la quantité de matière en fonction de la densité, la masse molaire, la masse volumique de l'eau et le volume. Alors, sachant que la densité sont unités, la masse volumique c'est grammes litre moins 1. Donc un petit rappel sur les relations. Alors, dans ce diapo, on va voir quelle est la relation entre les deux concentrations, massique et molaire. D'abord, le symbole de la concentration molaire, c'est Cn, c'est mol litre moins 1. Et le symbole de la concentration massique, c'est Cm, c'est gramme litre moins 1. Alors, l'expression de la concentration molaire, c'est N de x sur V de x, c'est la quantité de matière sur le volume. Par contre, la concentration massique, Cm, c'est la masse sur le volume. On va voir la relation entre les deux concentrations. Alors, supposons que d'abord la concentration molaire, c'est N sur V. Et sachant que N, c'est M sur grand M, je le peux remplacer dans l'expression. Donc, je trouve que Cn, c'est la masse sur la masse molaire, tout sur le volume. Un changement de rapport. Je trouve que la concentration molaire, c'est la concentration massique divisée par la masse molaire. Donc, la relation qui est reliée entre les deux concentrations, c'est la concentration massique est égale à la concentration molaire fois la masse molaire. Alors, un petit résumé. Première expression, c'est la concentration molaire Cn sur V. Donc, Cn, c'est mol litre moins 1. N, c'est en mol. V en litre. La deuxième expression, c'est la concentration massique. Cm sur grand V. Donc, Cm, c'est gramme litre moins 1. La masse, c'est gramme. Et le volume litre, la dernière relation, c'est Cm est égal à Cn fois grand M. Si je parle de la dilution d'une solution aqueuse, on a deux solutions différentes. D'abord, la solution initiale, nommée Si, connue par sa concentration Ci et Vi. Supposons une petite quantité, c'est la concentration initiale, c'est très concentré. Par définition, la dilution d'une solution aqueuse, c'est l'ajout de solvant, surtout l'eau distillée, à un volume donné à cette solution. Donc, on va trouver une solution finale très grande, nommée SF.
Il est connu aussi par sa concentration CF et VF. Si je compare les deux paramètres, je trouve que la concentration initiale est très supérieure à la concentration finale. Par contre, le volume final est très supérieur au volume initial. Donc, d'après la définition de la dilution, on peut écrire que la quantité de matière ne change pas. Donc, NI initial est égal à NF final. Donc, la quantité de matière ne change pas. Je peux remplacer la quantité de matière N. Donc, je trouve la relation CI fois VI est égal à CF fois VF. Donc, CI, c'est la concentration initiale. VI, c'est le volume initial. CF, c'est la concentration finale. Et VF, c'est le volume final. Donc, on parle toujours de la concentration molaire. Alors, on peut calculer aussi le taux de la dilution. Donc, soit je symbolise par T, ou je peux symboliser par un petit symbole si le rapport de CI sur VF est égal aussi VF divisé par V initial. C'est le nombre fois dilution. Maintenant, je passe à la conductance d'une solution électrolyte et l'expression de la conductivité d'une solution. Le montage utilisé dans les solutions électrolytes, c'est-à-dire ce sont des solutions électrolytes, ce sont des solutions qui contiennent des charges, des cations et des anions. Alors, il contient un cuve, deux plaques à une surface S en parallèle, un voltmètre, un ampèremètre plus un générateur ou GBF. Donc, la relation G, c'est la conductance, est égale I, c'est l'intensité de courant, divisé par U, c'est la tension entre les deux plaques. Alors, je peux calculer la conductance à une autre relation G est égal à sigma fois S sur L. Alors, G, c'est la conductance en Siemens. Sigma, c'est la conductivité de la solution en Siemens mètre moins 1. S, c'est la surface d'une plaque, c'est en mètre carré. S, c'est la distance qui sépare les deux plaques, c'est en mètres. La dernière expression, c'est l'expression de la conductivité d'une solution. Donc, sigma, c'est la somme de lambda xi fois xi. Alors, supposons une solution contient x1, x2, x3, x4. Ce sont des espèces chimiques. Chaque espèce chimique définie par la conductivité ionique molaire lambda xi. Son unité, c'est Siemens mètre carré mol moins 1. Et faites attention, un seul paramètre à faire. Faites attention. Donc, c'est xi, c'est la concentration molaire volumique, c'est en mol mètre moins cube. Faites attention, une seule relation très importante dans cette paragraphe. Alors, d'après cette relation, c'est la conductivité d'une solution. On peut déduire aussi la quantité de matière à partir de cette expression. Alors, deuxième paragraphe, c'est un repère sur le couple oxydant-réducteur. Par définition, on distingue deux espèces. Donc, un oxydant est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons d'après la réaction suivante. Oxydant plus un électron dans réducteur. En parallèle, un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. C'est que leur équation se peut écrire sous forme réducteur dans oxydant plus un électron. Donc, je peux donner deux exemples différents d'un oxydant, Cu du plus, Fe du plus, et deux exemples aussi pour un réducteur, c'est Cu, Fe. Alors, les deux, si je parle d'un oxydant réducteur, forme un couple. Donc, on parle d'un couple oxydant-réducteur. Et l'ensemble d'un oxydant et d'un réducteur qui correspondent dans les réactions d'oxyde-réduction. Comme exemple, Cu du plus Cu, Fe du plus Fe, H plus H2, F3 plus Fe. Alors, une réaction d'oxyde-réduction met en jeu deux couples oxydant-réducteur. Il y a transfert d'électrons de réducteur de l'un du couple à l'oxydant de l'autre couple. Alors, comment expliquer ça? Supposons on a deux couples différents, OX1, RED1, OX2, RED2. Je peux écrire de mes équations pour la première couple sous forme OX1 plus N1 électron RED1. De mes équations pour la deuxième couple, c'est OX2 plus N2 fois E-1 dans R RED2.
Donc l'équation de la réaction d'oxyréduction entre OX1 et Re2 s'écrit sous forme. Donc je conserve la première équation sous forme OX1 plus In1 ou moins 1 Red1 fois In2. Et la deuxième équation, je veux l'inverse. Je commence par Re2 dans OX2 plus In2 fois ou moins 1. Et je multiplie par In1. Je fais la distribution, je fais la somme et je peux simplifier par le nombre d'électrons. Donc l'équation globale, c'est une équation totale, réaction totale. Je peux l'écrire sous forme N2 OX1 plus In1 Red2 dans N2 Red1 plus N1 OX2. Une seule flèche indique que la réaction est totale. Un petit exercice, donc exemple. Réaction entre le zinc métal et une solution des ions de cuivre 2. Alors, cette transformation met en jeu les couples oxydant-réducteurs suivants. Cu plus Cu, Zn plus Zn. D'après l'énoncé, donc la réaction entre Zn et Cu plus. Donc, je peux créer deux mes équations. La première de mes équations se forme Cu plus 2 électrons Cu. La deuxième équation, je peux l'inverser et je commence par Zn, donc Zn de plus 2 électrons. Donc on a de la chance, même électrons, même nombre d'électrons, je fais la somme et je simplifie par le nombre d'électrons. Je trouve l'équation se forme C de plus Zn dans Cu plus Zn de plus. Deuxième exemple, réaction entre les ions permanganate et les ions Fe2 en milieu acide. Donc, en milieu acide, ces transformations mettent en jeu les couples oxydant-réducteurs MnO4-, Mn2+, Fe3+, Fe2+. Première de mes équations, c'est MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, dans Mn2+, plus 4H2O. Donc, pour trouver deux mes équations, on va faire des exercices à la suite. Deuxième équation, de mes équations, je l'inverse et je commence par Fe2+, dans F3+, plus 1 électron. Donc, en haut, je multiplie par 1. En bas, je multiplie par 5. Je fais la somme et je simplifie par le nombre d'électrons. Donc, de l'équation globale, c'est MnO4- plus 8H+, plus 5 Fe2+, donc Mn2+, plus 4H2O, plus 5 Fe3+. Maintenant, on est à la troisième paragraphe. On parle de transformation rapide et lente. Première étape, c'est transformation rapide. Par définition, une transformation rapide se fait en une durée trop courte pour que puissions en suivre l'évolution à l'œil ou avec nos instruments de mesure. Comme exemple, on a la réaction de précipitation entre Hg++Cl- dans HCl. Deuxième réaction, c'est une réaction de dosage. On parle de acide-base. H3O++ H-, ça donne de H2O. Deuxième type de transformation, c'est transformation lente. Par définition, on peut être suivi à l'œil ou par nos instruments, comme pH mètre ou la conductance ou un instrument pour suivre la pression. Donc, comme titre exemple, on a la réaction d'oxyréduction, donc H2O2 plus 2 et moins, plus 2H plus, donc I2 plus 2H2O. Dernier paragraphe, on parle des facteurs cinétiques. On appelle facteurs cinétiques tout paramètre susceptible d'influer sur la vitesse d'une réaction chimique, c'est-à-dire augmenter la vitesse d'une réaction chimique. Voici quelques exemples de facteurs cinétiques bien connus. Premier exemple, c'est la température, l'effet de la température. Et aussi, deuxième paramètre, c'est l'effet de la concentration des réactifs. La troisième, c'est la présence de catalyseurs. Alors, premier type de facteur cinétique, c'est 4.1, la température. Alors, lorsqu'on augmente la température, c'est-à-dire j'augmente le milieu de la température, les particules sont plus agitées et les collisions entre elles ainsi que l'efficacité de ces collisions sont multiples. C'est-à-dire, alors on parle dans ce cas deux choses, choc efficace et choc non efficace.
Si la température augmente, on parle d'un choc efficace, c'est-à-dire une réaction, on parle de la vitesse de réaction suffisant. Si je parle d'un choc non efficace, on parle de la diminution de la température ou si la vitesse diminue. Alors, la courbe qui existe à droite montre l'évolution de l'avancement d'une réaction en fonction de la température. On garde trois types de température, 15, 25 et 35. Donc la troisième, c'est 35 températures si la température augmente. On observe que l'évolution de l'avancement atteint l'état final à 10 minutes. Par contre, à 15 degrés Celsius, l'évolution de la réaction ou l'état d'avancement atteint la valeur maximale de 4 moles, presque à 70 minutes. Donc, c'est-à-dire, plus la température augmente, plus la vitesse de réaction augmente, plus la durée de la transformation est courte. Alors, dans cette étape, on parle de la concentration initiale des réactifs. On garde les réactifs A et B, donc plus A et B sont du lit, c'est-à-dire la concentration diminue, plus le nombre de rencontres entre A et B va être faible, donc la réaction sera donc très lente. À l'inverse, plus ces deux réactifs sont concentrés, plus on peut trouver de A et B, donc on parle aussi d'un choc efficace et choc non efficace. Dans le cas où la concentration faible, c'est-à-dire le solvant majeur, donc faible concentration, peu de rencontres entre A et B, donc on parle de réaction faible. Alors la courbe que représente à droite, aussi on étudie l'effet de la concentration des réactifs I- d'une réaction. Alors, si la concentration atteint une valeur maximale 0,50 mol litre-1, donc c'est la courbe 3, la réaction atteint l'état final à 40 minutes. Par contre, 1, c'est le cas de 0,30 mol litre-1, la réaction atteint l'état final à 70 minutes. Donc, plus la concentration initiale de réactif est grande, plus la durée de la transformation est courte. La dernière chose que je peux attaquer dans ce chapitre, c'est le catalyseur. Un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique, par exemple H+, Pi, etc., platine, etc. Il participe à la réaction, mais il ne fait partie ni de produit ni de réactif. C'est-à-dire, il ne réagit pas, donc je ne peux pas l'écrire dans les réactions, juste la présence de cette substance. On peut distinguer deux types de catalyseurs, catalyseur homogène et hétérogène. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de nous contacter s'il existe des difficultés de comprendre les choses dans la physique ou chimie. Bonne chance, à bientôt.